Ina, podcast. Un petit lent, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Martine de Breteuil, Catherine Georges, Suzanne Michel, René Garcia, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. La fée du Rumel. Les fleurs déjeuner naissent jaunes sur la montagne. Le soleil a toujours été doré au-dessus de la ville perchée sur un rocher. Les cordonniers de la rue Bleue ont toujours eu de tristes moustaches noires et de grosses mains lentes. On dit que le vieux nègre aux cheveux blancs qui joue du tam-tam sur la place des Galettes est né avec un tambourin à la main. Et comme on est soleil, cordonnier, genêt jaune ou musicien noir, Suzanne était née fée. Seulement, tant que Suzanne fut petite, elle ne s'en douta même pas. Les parents de Suzanne étaient chaudronniers. Ils habitaient une petite maison au couloir peint de chaux bleus où semblait courir perpétuellement le tulle bleuté d'un filet à papillons. Quelquefois, une petite fille faisait battre les plis verts et rouges de sa robe et secouait les anneaux d'argent de ses oreilles, comme si elle était vraiment prise par la lumière bleue. C'était Suzanne, qui fuyait les coups de son père et claquait des pieds nus sur les dalles pour l'effrayer, sans y parvenir. Au fond d'un de ces couloirs en forme de tunnel céleste, on pouvait voir Suzanne jouer dans le grand cube de lumière bleu pâle de la cour. Là, un figuier tirait ses branches tordues à côté du puits. Le long d'un des murs, une vigne allongeait son corps ridé. Il y avait aussi des chats qui dormaient, des chiens qui rêvaient, et sur les terrasses blanches, des tourterelles qui roucoulaient avec un bruit de feuilles dans le beau temps. Quelquefois, la mère de Suzanne passait dans sa large robe jaune, un fichu à franges noires sur les épaules, et traînait la couenne de ses pieds sur les dalles, comme si elle avait eu des pantoufles. Elle s'arrêtait près du puits où Suzanne jouait avec des osselets de mouton et disait en remontant les anneaux de ses bras: « Qu'allons-nous manger ce soir ? On pourrait faire du poulet au citron et puis des gâteaux au miel. » Oh, ma pauvre petite, je voudrais bien. Mais avec quoi payer tout ça ? Il me restait une petite pièce hier soir, ton père me l'a prise ce matin, en disant que je n'avais qu'à travailler si je voulais de l'argent. Et pourquoi ne travailles-tu pas ? Mais que veux-tu que je fasse, ma pauvre petite ? Et la grosse femme disait cela en regardant la margelle du puits, les murs de la cour et la robe longue de sa fille, comme pour donner à tous une couche fraîche du bleu inépuisable de ses grands yeux bordés de noir. Puis elle repartait dans un des couloirs bleus sombres, et, au milieu des tintements d'anneaux entrechoqués, elle murmurait: « Qu'est-ce que nous allons manger ce soir ?» Suzanne, avant de reprendre ses osselets, se disait simplement, en regardant le talon de sa mère disparaître à un tournant: « On dirait une rivière. » Car la chaudronnière était née pour rafraîchir la cour et les couloirs avec le bleu de ses yeux. Rien que pour cela. Ce que ne comprenait pas le chaudronnier, qui lui était né pour frapper. Habitué à donner des coups de marteau sur la tôle criarde, il trouvait tout naturel de donner aussi des coups de pied à sa femme et de taper sur les fesses de sa fille. Malgré tout, jusqu'à l'âge de 12 ans, Suzanne n'avait pas eu le temps d'avoir des désirs inassouvis. Elle n'avait pas eu à pousser des soupirs d'envie ou de tristesse. Sa mère n'était pas riche, son père n'était pas toujours très doux, mais pourtant, tout ce que Suzanne voulait, elle l'avait aussitôt. C'était très facile.
Pour faire une poupée, elle prenait une branche de figuier et l'entortillait dans une feuille qui devenait la robe. Elle transformait aussi en gigantesques gâteaux les petites boules de gomme qui suintaient de l'arbre. Sa langue rose les roulait contre son palais, et Suzanne était heureuse. Mais un jour, le chaudronnier arriva en brandissant son marteau. Il était très en colère. Il avait tapé trop fort sur un fond de casserole et l'avait crevé. Une casserole en cuivre rouge que sa femme lui avait donnée pour en redresser les bords. Ses moustaches droites devant lui bougeaient et se croisaient comme des piquants de hérisson. Il roulait ses yeux noirs comme des têtes de poisson-chat. Crevez la casserole. Une belle casserole en cuivre rouge, tout à refaire. C'est à cause de ma femme. Alors. Cette brave grosse femme lavait près du puits en soupirant. Près d'elle, Suzanne jouait à chatouiller les oreilles du chat avec une baguette. Le chaudronnier arriva et, sans crier tant il était en colère, il brandit son marteau au-dessus de sa femme. Alors Suzanne se leva d'un bond et, avec sa petite baguette, donna un bon coup sur le crâne de son père en disant « Tu es trop méchant! Disparais !» Et Suzanne écarquilla les yeux. Sa mère devint encore plus pâle. Le chat même tourna la tête. Le chaudronnier, son marteau, sa moustache, tout avait disparu. Suzanne était fée. Elle le dit à sa mère qui n'en fut pas spécialement étonnée. Elle avait toujours su que sa fille n'était pas comme celle des autres. Pourtant, Suzanne n'était pas encore très sûre de son pouvoir, et elle ne voulut pas en parler à ses amis avant de s'en être assurée davantage. C'est que maintenant, il ne s'agissait plus de croire elle-même qu'elle était capable de transformer une feuille de figuier en robe de poupée. Il fallait encore réussir à convaincre son entourage. Si elle ne réussissait pas vraiment, on se moquerait d'elle. Et Suzanne sentait ses oreilles rougir de honte en imaginant sa meilleure amie murmurer « Suzanne est devenue folle. Elle appelle cela une robe. Je ne vois moi qu'une feuille de figuier. Suzanne est devenue folle. » Pour ses premiers essais de pouvoir, Suzanne choisit un personnage qui ne dirait jamais rien, c'était son chat. Elle le transforma en souris. La fille des chaudronniers fut elle-même si surprise du résultat qu'elle laissa la souris se faufiler dans une fissure de mur. La pauvre bête, qui m'endormait si bien en ronronnant. Il lui fallut tendre une souricière pour rattraper le chat, ou plutôt ce qu'il en restait. Quelques jours plus tard, voyant un petit garçon à demi nu qui mendiait, elle donna des pensées douces à l'un des passants, un gros marchand de tissus dont elle connaissait l'avarice. Le marchand tendit sa bourse pleine de pièces d'argent au mendiant, puis, s'éloignant en grommelant, « C'est la première fois que je subis une crise d'attendrissement semblable. Je dois devenir vieux. Il faudra que j'aille chez mon médecin le plus tôt possible. » Suzanne raconta l'histoire à sa mère, et celle-ci soupira. « Ah, ma fille, tu vas nous attirer des ennuis. » Quand Suzanne fut bien persuadée qu'elle était fée, après avoir rendu chauve une de ses petites amies pour la punir de lui avoir tiré les cheveux, Suzanne mit sa plus belle robe, celle qu'elle ne mettait jamais, et alla trouver sa mère qui éclairait le feu sous une des arcades de la cour. « Eh bien, ma petite Suzanne, que vas-tu faire avec cette robe ? » ?»« Je vais m'en aller. »« Tu vas t'en aller ? Où ? Et pourquoi faire ? Veux-tu aller travailler ? » ?»« Mais non, voyons, puisque je suis fée. » »« Oh, c'est vrai, tu as beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de responsabilités. » »« Aussi faut-il que je m'en aille. Je sens que j'ai de grandes choses à faire. Tous les dons que j'ai, on ne me les a pas seulement donnés pour faire tomber les cheveux de mes amis et pour faire enrager les chats. Que veux-tu que je te dise, ma fille ? Tu dois savoir mieux que moi ce que tu dois faire. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Sans être obligée de travailler. Sans faire autre chose que dire « Ma petite Suzanne, envoie-moi un pot de miel, 2 poulets et un gigot. J'ai des amis à la maison. » Suzanne partit. La grosse chaudronnière essuya ses yeux bleus en prenant bien soin de ne pas toucher au queul qui les encadrait, puis referma la porte. Cette porte lui semblait lourde, si lourde qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir la rouvrir. Elle s'assit sur un des bancs de pierre de l'entrée et resta immobile, les 2 mains au creux de sa jupe. Les dessins du carrelage dansaient devant ses yeux tout grumeleux de larmes. Puis, elle put en distinguer les fleurs vertes et jaunes. Elle se mit à les compter. Mais, vite fatiguée de ce travail, ses yeux abandonnèrent les fleurs et se fixèrent sur le carré de lumière projeté par le grillage de la porte.
Juste à ce moment-là, une ombre passa devant la lumière. Elle entendit des voix connues. C'étaient celles de ses deux voisines. La grosse femme les laissa frapper, puis se leva, ouvrit la porte sans éprouver autant de difficultés qu'elle l'avait supposé quelques instants plus tôt. Alors, vous voilà toute seule? Eh oui, Suzanne m'a quittée. La première visiteuse avait un petit cornet sur la tête, comme toutes les femmes de la Ville Bleue d'ailleurs. Celui-ci était recouvert de satin vert sauterelle. Sa propriétaire venait de l'acheter. Mais avant d'en parler, elle s'écria par politesse. « Et vous l'avez laissée s'en aller comme ça, toute seule? Moi, à votre place, je serais inquiète. » La deuxième amie remonta un châle aux franges si longues et si rigides qu'on pouvait s'étonner de ne pas les entendre tinter en s'entrechoquant. Elle avait sur la tête un petit cornet de velours rose incliné sur l'oreille que la mère de Suzanne lorgna en répondant « Inquiète? Et pourquoi inquiète? Enfin, Suzanne est partie pour quoi faire? Des ménages? De la couture? Oh non, je l'aurais retenue. Suzanne est partie pour être fée. » Pendant qu'on parlait chez la chaudronnière, Suzanne s'était arrêtée près d'un grand mur. Qu'allait-elle faire? Suzanne regardait le mur qui était blanc et nu, comme son avenir. Je suis une fée. Je devrais être juste une haleine, avec des yeux et des cheveux, c'est tout. Et puis une grande robe transparente pour montrer qu'il n'y a rien dessous. Et pourtant, je sens bien que j'ai toujours des jambes, une poitrine et des bras. Il faut que je me renseigne. Car au fond, les fées, je ne les connais pas. Je vais d'abord me donner un petit coup de baguette sur la tête pour me rendre invisible comme elle. Suzanne se donna un coup de baguette sur la tête et devint invisible. Des gens qui passaient ne virent plus que le mur blanc où aucune ombre ne se dessinait. Suzanne, elle, venait d'y voir paraître un cheval blanc traînant un chariot rose. Elle le héla, monta dans le chariot et souhaita voir les fées. Il est très tôt, mais dans les champs il y a des laboureurs en train de fouler les herbes qui prennent leur bain dans la rosée. Dans les bois, des brumes grises courent encore entre les buissons et font épauler les chasseurs qui les prennent pour des lièvres. De temps en temps, paysans et chasseurs lèvent la tête vers le ciel qui s'éclaire et se disent « Voilà un nuage qui doit être pressé. Il ressemble à un cheval qui traîne un chariot. » Puis ils rebaissent la tête, l'un parce qu'il a entendu un bruit dans un fourré, l'autre parce qu'il vient de se rappeler que les tomates sont mûres. Comme le soleil apparaissait, Suzanne arriva près de grandes montagnes. Des montagnes qu'on pouvait voir de la Ville Bleue, mais où personne n'allait jamais. Et brusquement, le cheval tendit davantage le cou. Sa crinière se mit à flotter. Suzanne sentit un courant froid et découvrit un ruisseau appelé le Rumel qui coupait la montagne en deux. Le cheval s'y engouffra avec le premier rayon de soleil du matin. Des grandes parois du roc se détacha un vol de pigeons sauvages dans un désordre de chardons en graines sur qui on a soufflé. Puis ils se raccrochèrent au rocher après quelques battements d'ailes frénétiques. Le chariot de Suzanne avançait, tantôt au niveau du ruisseau qui bruissait entre les murailles, tantôt au-dessus quand il fallait dépasser une cascade. Aux endroits les plus noirs, des corneilles planaient en tournant la tête à droite et à gauche à la recherche d'un nid de rats à croquer. Quand Suzanne passait, elle se contentait de cligner un œil en se disant « Ce n'est qu'une fée ». Enfin, le cheval en nuage du matin, suivant toujours les gorges, arriva au tournant où le ruisseau avait autrefois creusé la montagne, au lieu de l'entailler, laissant au-dessus de lui une arche de terre herbeuse. Suzanne se trouva bientôt sous une très haute voûte. Sous elle, l'eau s'étalait pour former un lac bordé de rochers, avec une plage de sable gris. 2 rayons de lumière pendaient comme des bannières de sociétés de pêche, et au fond de cette immense caverne, 2 bonshommes pêchaient à la ligne, leur chapeau de paille sur la tête, du pain, de la viande et une bouteille à côté d'eux. Ils parlaient, et leur voix paraissait d'énormes bulles, sans proportion avec leur corps, vraiment petit.
Des nains. Je ne dois plus être loin. Nous allons arriver. Où? Suzanne n'avait pas le temps d'y penser. Le cheval avait maintenant quitté la voûte pour retrouver les falaises qui s'élevaient si haut qu'on se fatiguait rien qu'à les escalader du regard. L'air était plus frais encore. Puis, le chariot blanc s'est arrêté sur une plateforme rocheuse. Suzanne descend et s'étonne. Personne. Elle fait quelques pas. Au fond des gorges, seul passe le Rumel, ruisselant quand la pente est raide, ou plein de souvenirs dans ses cuvettes, où des bois morts tournoient lentement. Suzanne attend. Des pas sur le sentier accroché au flanc de la falaise. Les nains. Il ne faut pas exagérer, ce sont deux hommes portant leur roseau sur l'épaule et leur musette en bandoulière. Ils passent à côté de Suzanne et du chariot, sans paraître les remarquer, et s'éloignent. Suzanne attend encore. Le cheval paraît sensible à la fraîcheur des gorges montagneuses. Il secoue sa crinière, tape du pied, car, mis à part sa faculté de galoper dans les airs, il est assez semblable à ces robustes chevaux pommelés qui tirent les charrettes sur les chemins des hommes. Suzanne, elle, s'impatiente. Ah, du bruit. Un pigeon gris vient de se détacher de la muraille où on ne le distinguait pas. D'autres ont suivi. Ils s'abattent près du tas de crottins que vient de faire apparaître le cheval des fées. Suzanne grelotte maintenant en se rappelant une nuit passée à marcher sur un sentier de la plaine pour se rendre à un mariage. Et voici de nouveau un bruit. Une fille avance portant un panier à chaque bras. Elle pose ses paniers près du cheval et lui tape sur la croupe. Tiens, te voilà de nouveau en voyage, mon vieux Diligence. Que se passe-t-il? Diligence, c'est mon cheval que vous appelez ainsi? Je le reconnais. Et lui aussi, tenez, il cherche dans le creux de ma main. Je lui donnais toujours un morceau de galette autrefois. Autrefois? Vous êtes pourtant bien jeune. Oh, jeune en tant que fille des hommes, mais j'ai été fée pendant longtemps. Ah, vous avez été fée. Mais je n'aurais pas pu voir Diligence sans cela. Ou bien je l'aurais pris pour un nuage. Et les pêcheurs que j'ai vus passer? Je les connais. Ils ont fait semblant de ne pas vous voir pour ne pas avoir à s'expliquer. Où sont alors les fées? Je voudrais leur demander à quoi servent mes dons. Les règles du jeu, quoi. Enfin, presque. Où sont-elles? Vous voulez vraiment les voir? Oh, oui. Étendez votre baguette sur ces pigeons. Suzanne étendit sa baguette sur les pigeons picorant le crottin, et elle se trouva entourée de fées et de magiciens en colère. Que veux-tu? Je voudrais... Non. Une fée ne désire rien. Ce sont les hommes qui souhaitent. Oui, mais... Suzanne n'eut pas le temps de parler davantage. Les fées et les magiciens avaient repris leur forme de pigeons et s'envolaient vers les falaises. Vous non plus, vous n'aviez pas de désir quand vous étiez fée? Au début, quelques-uns. Je m'amusais. Quand on a été élevé avec les moutons, on croit manquer de tout. Et les pigeons? Enfin, les génies? Pour eux, c'est différent. Ils sont nés ici. Et dans les gorges, il n'y a que deux existences possibles. Celle des fées et celle des pigeons. Ils ont préféré être pigeons. Pourquoi? Tu aurais dû leur demander. Je n'ai pas eu le temps. Les journées sont courtes pour les pigeons comme pour les hommes. Il ne faut pas les gaspiller. Au revoir. On m'attend là-haut au village pour le repas du soir. Les gorges étaient devenues tristes. Le cheval pommelé piaffa, trouvant humiliant d'être le domestique d'un être qui ne savait même pas ce qu'il voulait. Suzanne s'en aperçut et, pour lui prouver le contraire, ne trouva à dire que ceci. Je voudrais revenir chez ma mère. Suzanne a quitté les gorges du Rumel vers le soir. Les paysans et les chasseurs qui rentraient chez eux ont levé la tête en disant « La brume descend des montagnes. Voilà un nuage qui avance bien lentement. Il ressemble à un cheval traînant un lourd chariot. » Mais si le chariot avance si lentement, c'est que Suzanne réfléchit.
C'est curieux d'être fée. Cela vous prend brusquement. On a tous les pouvoirs, et on ne sait pas quoi en faire. Je vais demander à ma mère de faire la promenade du soir avec moi dans la ville. Il y a tant de désir dans les yeux des gens qui passent, cela me donnera des idées. Dans la petite ville aux maisons bleues de la colline, les habitants se promènent après le travail de la journée. Ils vont surtout dans une rue, celle où il y a le plus de vitrines allumées et le plus de monde. Ils passent lentement, irrésistiblement entraînés par le courant de la rue. De loin, Suzanne et sa mère virent le moutonnement des têtes. Elles entendirent le piétinement des souliers et marchèrent plus vite. Dès qu'elles furent dans la rue, tous les garçons que Suzanne regarda s'arrêtèrent. Ils paraissaient si heureux d'un seul de ces regards que même sa mère s'étonnait et disait tout bas, en souriant de plaisir, « On voit bien que tu es fée. » Puis la lune se leva, tête pâle à peine plus que les autres, qui se serait dégagée de la rue parce qu'elle n'y avait pas trouvé son bonheur. Et peu à peu, chacun s'en alla. La chaudronnière avait mal aux pieds et dit à sa fille « Nous pourrions peut-être aller manger comme tout le monde. Oh, seulement je n'ai pas le temps de préparer le dîner. » Tu ne vas pas te fatiguer à faire de la cuisine maintenant. Et voici une gargote où l'on doit faire de la friture. Cela sent bon, très bon. Suzanne voulait paraître gaie, mais elle était triste. Elle n'avait pas trouvé dans la foule de quoi utiliser les pouvoirs qui la rendraient heureuse. Elle n'avait pas très faim, pourtant, elle suivit sa mère sous le pot de basilic accroché à l'entrée de la gargote pour chasser les moustiques. Le gargotier, un grand homme pâle avec une moustache noire, apporta 2 petites assiettes de poisson frit sur la table en bois derrière laquelle elle s'était assise. Et pendant que sa mère commençait à manger les poissons avec les doigts, il n'y avait d'ailleurs pas de fourchette, Suzanne se mit à regarder autour d'elle dans la fumée de friture que perçait à peine la lumière jaune d'une grosse lampe suspendue au plafond. Elle avait chaud. Au bout de quelques instants, ses yeux s'habituèrent à la lumière huileuse, et elle vit, assis tout seul à une table, un garçon maigre qui la regardait aussi. Il doit être très pauvre. Il a peut-être encore faim. Je vais souhaiter que son assiette se remplisse de poissons frits, bien meilleurs que les premiers. Suzanne fit son souhait à voix basse en fixant les yeux bleus du garçon. Et aussitôt, le gargotier lui apporta une belle truite dorée. Mais le garçon ne la vit même pas. Il attendait toujours et regardait Suzanne. Alors la petite fée se dit qu'il préférait peut-être un beau costume. Et en un instant, la veste élimée du garçon se mit à reluire comme de la soie. Mais le garçon ne parut même pas s'apercevoir de la transformation. Il attendait toujours de tous ses yeux aussi lisses qu'un lac, quelques instants après la chute d'un rocher dans ses eaux. Suzanne réfléchit encore, puis crut trouver. Et dans les yeux du garçon apparut l'image d'une fée qui souriait. Le grand garçon maigre sourit à son tour, mais sans cesser d'attendre. Alors Suzanne s'impatienta. Je viens de lui donner une fée et cela ne lui suffit pas. Je vais tout lui reprendre. Et le costume du garçon reparut sale et usé. Le gargotier vint reprendre la truite en disant qu'il s'était trompé, et l'image de Suzanne disparut des yeux bleus. Puis, Suzanne sentit la main de sa mère sur son bras, et elle tourna la tête. Et voilà, tes poissons se sont refroidis depuis tout ce temps. Tu vas encore manger froid, ça ne va pas être bon. Quand Suzanne releva la tête, le grand garçon était parti. Il n'y avait plus sur la table que 2 sous de pourboire. Suzanne est restée dans la ville bleue avec sa mère. Elle reste souvent assise comme autrefois près du puits sous le figuier dont les branches ressemblent à des coups de tortue, dans cette lumière de ciel qui vient des murs bleus. De temps en temps, sa mère passe comme autrefois traînant les pieds sur les dalles et soupirant. « Ah, tu devrais sortir, prendre l'air, ça te ferait du bien. Et ici, tu ne sais pas quoi faire de ton corps. Souhaite quelque chose puisque tu es fée. » Mais Suzanne ne souhaite plus rien. Et un jour, comme Suzanne se promenait dans la petite ville bleue où rien ne lui paraissait maintenant digne de ses dons, elle rencontra de nouveau le jeune garçon maigre. À côté de lui, il y avait une fille que Suzanne se rappelait avoir déjà vue. Mais où? Mais où ai-je vu cette fille?
Oh, je sais. Dans les gorges du Rumel. Suzanne s'approcha d'eux. Voici notre dernière fée. Armis, je vous présente Suzanne, la fée du Rumel. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Le garçon fit glisser rapidement ses regards devant ceux de Suzanne, sans répondre. Puis il baissa la tête et se mit à observer 2 fourmis en voyage sur ses souliers, comme s'il venait de prendre brusquement la décision de consacrer le restant de sa vie à l'étude de ces insectes. Pendant ce temps, les 2 fées se disputaient. Pourquoi avez-vous quitté la montagne? Vous êtes pâle? Vous devez être malade? Je me porte très bien. Tant pis, je vais vous faire disparaître. Essayez, vous verrez que je suis toujours là. Suzanne fut vite convaincue de son impuissance. Alors elle voulut persuader son ancien ami qu'il fallait abandonner le garçon, et la dispute reprit. Vous ne pouvez pas le rendre heureux. Oh. Vous croyez être seul capable de le faire, avec vos regards de fée et votre cuisine magique? Suzanne se rappela alors qu'elle avait aussi un corps. Mais avant de penser à tendre la main au jeune garçon, Suzanne s'en servit pour menacer son adversaire. Allez-vous-en, ou bien je vais vous battre. Suzanne tira les cheveux de son ancienne amie. Celle-ci lui pinça le bras, puis la prit sous un genou pour la faire tomber. Elles roulèrent toutes les 2 dans la poussière. Quand elles se relevèrent, le garçon maigre avait disparu. Au cours de la dispute des fées, il avait reçu un coup de baguette sur la tête. Les 2 fées se mirent à le chercher, à fouiller dans leurs poches au cas où il serait simplement devenu petit, à gratter la poussière s'il avait été transformé en aiguille à coudre. Elles regardèrent dans les arbres pour voir s'il n'était pas devenu oiseau, mais elles ne trouvèrent rien. Le garçon maigre avait totalement disparu. Alors les 2 fées tombèrent dans les bras l'une de l'autre et se mirent à pleurer. Puis, après s'être essuyé les yeux, Suzanne dit à sa sœur de tristesse: « Venez chez ma mère. Oui. Nous dînerons ensemble et nous serons plus à notre aise pour parler de lui. » La chaudronnière avait préparé un plat de tripes avec beaucoup de poivre rouge. Quand elle vit arriver Suzanne avec son amie, elle lui cria de loin: « Il manque encore du poivre rouge, Suzanne. Va m'en chercher avant de rentrer. » Ce n'est pas la peine d'aller en acheter. Je vais simplement faire un souhait. À peine avait-elle prononcé ces mots que la fille de la chaudronnière devint très pâle. Puis brusquement, elle cria: « Ma baguette! J'ai perdu ma baguette! Vite! J'ai dû l'oublier à l'endroit où nous avons pleuré !» Les 2 fées se mirent à courir et arrivèrent juste à temps pour voir la baguette disparaître dans un bon feu allumé par des nomades pour leur galette du soir. Suzanne recommença à pleurer. Son ami la consola, puis les 2 fées partirent lentement vers la maison de la chaudronnière, dont la porte était ouverte sur des profondeurs bleues, où l'avenir avait repris son calme. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, Martine de Breteuil, Catherine Georges, Suzanne Michel, René Garcia. Prise de son, Alain Chézot. Collaboration technique, Claude Lévy. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.